18h au Caire, l'heure de commencer nos émissions en langue française pour ce vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de présenter ce journal en compagnie de ma collègue Fatima Mourad. Bonsoir Fatima. Bonsoir Elhem, bonsoir mesdames et messieurs. Alors commençons notre journal par les principaux titres. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé son plein soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, au premier rang desquels son droit à établir son État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Dans un tweet, le président el-Sisi a souligné que la cause palestinienne restera notre priorité absolue, convaincu de son importance et du droit de ce peuple à l'indépendance, à la liberté et à la dignité. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message au président palestinien Mahmoud Abbas à l'occasion de la journée de solidarité avec le peuple palestinien, exprimant la solidarité de l'Égypte avec les Palestiniens face aux crises successives, notamment la tragédie humanitaire dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a souligné que cette tragédie révèle l'incapacité de la communauté internationale à stopper l'effusion du sang palestinien. Le chef de l'État a appelé à intensifier les efforts internationaux pour mettre fin à l'occupation israélienne et établir un État palestinien indépendant ayant pour capitale Jérusalem-Est. L'Égypte organisera une conférence ministérielle le 2 décembre au Caire pour renforcer la réponse humanitaire dans la bande de Gaza afin de mobiliser le soutien international pour fournir une aide humanitaire au peuple palestinien d'une manière qui contribue à alléger le fardeau de ses souffrances humaines. Ceci intervient dans un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères à l'occasion de la journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien le 29 novembre. L'Égypte a affirmé dans la déclaration sa pleine solidarité avec le peuple palestinien. Elle a également rappelé la nécessité d'unir les efforts internationaux pour mettre fin à l'occupation israélienne des territoires palestiniens et réaliser les aspirations du peuple palestinien à l'autodétermination et la création de son État indépendant. L'Égypte a de même renouvelé son appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et l'accès total et inconditionnel des aides humanitaires. Le représentant de la Palestine au Conseil international des droits de l'homme, Ebrahim Kreisha, a confirmé que le fait d'ignorer les droits légitimes du peuple palestinien au cours des 76 dernières années et de traiter les pays occupants comme au-dessus des lois les a encouragés à persister, à défier le droit international et poursuivre leur agression. M. Kreisha a également souligné que le seul moyen pour arrêter l'escalade et maintenir la stabilité régionale et internationale est de résoudre la cause palestinienne sur la base de résolutions de légitimité internationale, mettre en œuvre la résolution de 2735 du Conseil de sécurité de l'ONU, garantir l'accès aux aides humanitaires, se retirer complètement de la bande de Gaza et assurer le retour des personnes déplacées. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné son soutien continu avec le peuple palestinien et ses droits afin de vivre en paix, en sécurité et en dignité. La déclaration de M. Guterres a eu lieu à l'occasion de la Journée mondiale de la coexistence avec le peuple palestinien, une occasion qui a été adoptée et organisée par les Nations Unies et dont les activités se déroulent au siège des Nations Unies à New York. La célébration de cette journée internationale a eu lieu d'après la décision de l'Assemblée générale de décembre 1977. Un nombre de Palestiniens ont été tués et blessés aujourd'hui à la suite de raids israéliens continus sur plusieurs zones de la bande de Gaza. 5 Palestiniens ont été tués à la suite d'un bombardement israélien sur une maison du camp de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza. 8 autres ont été blessés à la suite du bombardement de l'armée de l'occupation à Deir el-Balah. 3 Palestiniens ont été tués dans un bombardement israélien à l'ouest de la ville de Gaza. L'artillerie israélienne stationnée à l'est de la ville de Gaza a également procédé à de lourds bombardements sur Beit Lahia.
D'autre part, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a averti l'UNRWA que 15 000 femmes enceintes à Gaza sont au bord de la famine en raison de l'intensification des attaques israéliennes. Elle a déclaré qu'il y avait 50 000 femmes enceintes à Gaza et que la région devrait connaître 4 000 naissances en décembre prochain. Passons au Liban où le responsable américain chargé de diriger le comité de surveillance du cessez-le-feu quinquennal et les violations est arrivé à la capitale libanaise Beyrouth accompagné d'un officier français représentant la France au comité. Ceci intervient dans le cadre de la préparation de la formation du comité. Il est prévu que les deux parties tiennent une série de réunions dont la plus importante est celle avec le commandant de l'armée libanaise, Joseph Aoun, pour rejoindre les représentants du Liban, d'Israël et des forces de la FINUL au sein du comité chargé de surveiller le travail direct et de surveiller toute violation des deux côtés. Ceci survient alors que les forces de l'occupation israélienne ont ouvert le feu sur Aïtaroun au sud du Liban. Dans le même temps, l'armée, dirigée par l'occupation, a émis un avertissement aux habitants du Liban pour leur interdisant de se déplacer vers plus de 70 villages du sud jusqu'à nouvel ordre. En Syrie, 4 civils ont été tués suite à une attaque de missiles lancés par des groupes armés dans le nord-ouest du pays, a rapporté l'agence de presse Sana. L'agence a ajouté que l'attaque visait la ville universitaire de la ville d'Alep. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a déclaré que les attaques menées par des groupes armés dans le nord de la Syrie ont tué au moins 242 personnes depuis mercredi. Le Kremlin a appelé les autorités syriennes à mettre de l'ordre au plus vite à Alep, dans le nord de la Syrie, vers laquelle avancent les terroristes et leurs alliés dans le cadre d'une vaste offensive. Pour sa part, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a dénoncé l'offensive en cours comme une attaque contre la souveraineté de la Syrie. L'Agence internationale de l'énergie atomique chargée de surveiller le programme nucléaire iranien a confirmé le projet de Téhéran d'installer quelques 6 000 nouvelles centrifugeuses pour enrichir de l'uranium à un faible niveau, selon un rapport confidentiel. L'Iran a informé l'agence de son intention de mettre en service ces machines sur les sites de Fordo et Natanz pour un taux d'enrichissement allant jusqu'à 5%, soit légèrement au-dessus de 3,67% autorisé par l'accord international de 2015. Cette mesure a été prise en riposte à l'adoption le 21 novembre par l'instance onusienne d'une résolution critique à l'initiative des Occidentaux. Les pourparlers se tiennent aujourd'hui à Genève entre l'Iran, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni pour évoquer le dossier nucléaire iranien, la Russie et la situation au Moyen-Orient à moins de 2 mois du retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Placée dans le prolongement d'une rencontre à New York en septembre, la réunion de vendredi est entourée de la plus grande discrétion. Ni le nom des participants, ni l'endroit où les diplomates des 4 pays doivent se retrouver n'ayant été révélés. Pour Téhéran, le but des pourparlers en Suisse est d'éviter une situation doublement désastreuse qui placerait l'Iran de nouveau face à cette politique américaine, avec en plus cette fois-ci celle des Européens. Le président russe Vladimir Poutine a menacé de frapper des centres de décision à Kiev avec son puissant missile Oreshnik, utilisé pour la première fois la semaine dernière après de nouvelles attaques massives sur le réseau électrique ukrainien. Ces frappes nocturnes qui ont plongé dans le noir au moins 1 million d'Ukrainiens sont une réponse, selon M. Poutine, depuis Astana, capitale du Kazakhstan, où il participait à un sommet régional. Vladimir Poutine a répété ne pas exclure d'utiliser le missile Oreshnik pour attaquer des centres de décision, y compris à Kiev.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à opposer une réponse ferme face au chantage de Moscou. Volodymyr Zelensky a en outre dénoncé une volonté de tuer et de détruire, accusant M. Poutine de chercher l'escalade et de ne pas vouloir que cette guerre se termine. Notre-Dame de Paris a dévoilé au monde son éclat retrouvé 5 ans après l'incendie dévastateur d'avril 2019 à la faveur d'une ultime visite de chantier par Emmanuel Macron qui entend se targuer d'avoir tenu son défi intensé d'une réouverture en 5 ans. Notre-Dame de Paris a dévoilé au monde son éclat, retrouvé 5 ans après l'incendie dévastateur d'avril 2019, à la faveur d'une ultime visite de chantier par Emmanuel Macron, qui entend se targuer d'avoir tenu son défi insensé d'une réouverture en 5 ans. C'est sublime, s'est exclamé le chef de l'État en découvrant la cathédrale reconstruite dans toute sa blancheur et sa longueur lors d'une déambulation retransmise en direct sur plusieurs chaînes françaises et internationales. À une grosse semaine de la réouverture en grande pompe et du retour du public, le week-end des 7 et 8 décembre, le président écrit dans un document distribué aux médias cette semaine que ce chantier du siècle a constitué un défi que beaucoup jugeaient insensé et que nous allons tenir. En mauvaise posture politiquement, Emmanuel Macron mise beaucoup sur ce rendez-vous qu'il a érigé au rang des fiertés françaises avec les Jeux olympiques réussis de l'été dernier. Il a invité un grand nombre de dirigeants étrangers le week-end prochain dans l'espoir d'en faire un événement planétaire, mais la liste des présents n'est pas encore connue et le pape François préférait se rendre en Corse une semaine plus tard plutôt qu'à Paris. Ce dernier a un temps espéré s'exprimer dans la cathédrale lors de la réouverture, mais après d'âpres négociations avec le diocèse, il prendra la parole sur le parvis uniquement. C'est donc ce vendredi qu'il parlera dans Notre-Dame pour un discours de remerciement au cours duquel il devrait exalter le savoir-faire français. Une réussite collective, un chapitre dont nous pouvons être fiers. L'ensemble des 2000 personnes qui ont contribué aux travaux ont été invitées, dont plus de 1300 sont présentes, artisans du bois, du métal et de la pierre, échafaudeurs et convreurs, campanistes, doreurs, sculpteurs ou encore architectes. L'Élysée, en présentant cette visite à la presse, n'a pas lésiné sur les superlatifs, employant pas moins de 20 fois le mot « éclat ». Le ministre des Finances Ahmed Koujouk a déclaré que le gouvernement a déjà commencé à mettre en œuvre le premier paquet d'allègements fiscaux pour stimuler le secteur privé à accroître sa contribution à la croissance. Lors d'un symposium de l'Assemblée égypto-britannique, le ministre a confirmé que le gouvernement s'est forcé de réduire la valeur et le pourcentage de la dette extérieure et du service de la dette afin de créer un plus grand budget pour consacrer au développement humain et à la protection sociale. Le ministre des Finances a également ajouté que son ministère ambitionne d'élargir les projets de partenariat avec le secteur privé dans divers secteurs de priorité nationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci Lem. Merci Fatima, merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes. Dans quelques instants, une nouvelle édition de notre programme quotidien au cœur de l'actualité.